d'événements ce soir. Il y a beaucoup de décisions qui ont été donc prises donc, par l'opposition ainsi que par le parti au pouvoir. Alors, nous allons aller du côté donc, de Conakry avant le Dr Faya Minmo pour analyser la situation. Alors, Dr Faya Minmo, comment allez-vous? Bonsoir Jacques et bonsoir aux fidèles auditeurs de Jacques Auger. Voilà. Au niveau donc de la santé, comment vous vous portez après ce qui s'est passé un peu à Conakry aujourd'hui? Mais grâce à Dieu, on se porte bien. Ça a été une journée très difficile, très éprouvante, mais on s'en est sorti indemne. C'est ce que je peux dire. Donc, on remercie Dieu pour nous avoir sauvé la vie aujourd'hui, parce que l'intention était quand même claire de donner la mort, et le pays a couru un très grand risque aujourd'hui. Pour ceux qui avaient encore le doute que le professeur Alpha Condé a une intention claire de créer ou de provoquer une guerre civile dans notre pays, il fallait vivre la situation que nous avons vécue aujourd'hui à une cinquantaine de mètres de la maison de Kouyaté. La seule chose qui a sauvé le pays, c'est parce que les leaders que sont Kouyaté, Lansana, Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré ont pris place dans la voiture blindée de M. Kouyaté. Parce que, à bout portant, sur l'ordre d'un certain colonel de la gendarmerie, ils ont tiré à bout portant sur cette voiture-là. Les impacts de balles sont très visibles. Et donc, si cette voiture n'était pas blindée, je crois que à la nouvelle que des projectiles ont été tirés en direction de ces trois leaders et que on aurait enlevé la vie à un ou à ces trois, je crois que ce pays-là serait aujourd'hui en feu et en flamme. Et on ne peut que remercier Dieu que cela ne soit pas arrivé. Vous avez dit que donc, les trois leaders étaient donc dans le véhicule, c'est un peu ça. Donc il y avait une volonté d'assassinat. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'entends le bout du reportage que vous faisiez tout à l'heure, M. Alassane Condé dire dans le respect de la loi, je me pose bien la question, quel sens il donne le gouvernement du professeur Alpha Condé à cette notion de respect de la loi. Parce que de quoi il s'agit? Dans la constitution guinéenne, le droit de manifester est un droit reconnu à tous les citoyens guinéens. Et donc, pour faire une manifestation, il n'y a pas une autorisation à demander. C'est une déclaration, c'est une information qu'on donne à l'autorité pour avoir l'encadrement, n'est-ce pas, sur le plan sécuritaire. C'est ce qui fut fait et cette déclaration doit être faite 72 heures avant l'événement. Et dans le cas présent, la déclaration a été faite plus de 72 heures avant. Et la loi aussi est claire, 24 heures après la réception de la déclaration, l'autorité compétente devait répondre si, par exemple, l'itinéraire ou l'heure à laquelle la manifestation devait être déclenchée, etc., etc., si tout cela pouvait poser problème, l'autorité compétente devait réagir 24 heures après réception de la lettre pour proposer, n'est-ce pas, d'autres alternatives. Dans le cas donc de cette manifestation, rien de tout cela n'a été, malgré que l'opposition ait pris toutes les dispositions légales. C'est seulement dans la nuit d'hier que un communiqué signé par le gouverneur de la ville de Conakry, et il faut aussi préciser qu'au regard de la loi guinéenne, on n'a pas à s'adresser à un gouverneur, n'est-ce pas? On a à s'adresser aux municipalités. Et donc toutes les municipalités de Conakry qui étaient concernées dans la marche, par la marche d'aujourd'hui, avaient été saisies. Il s'agissait de Matoto, il s'agissait de Matam, il s'agissait de Dixine. Alors aucune de ces autorités n'a fait une objection, et donc pour nous, c'était clair que la marche d'aujourd'hui devait se faire dans le calme comme nous l'avions souhaité. Alors, le matin, nous avons quitté, on avait deux lieux où les leaders devaient se retrouver pour prendre le départ pour aller commencer la marche à partir de Matoto. Nous nous sommes retrouvés au domicile de LACLU. Là-bas, à peine nous sommes arrivés, les gendarmes et les policiers sont venus barricader complètement les issues et ont commencé à jeter les gaz lacrymogènes. Imaginez, n'est-ce pas, la fumée qui a rempli la cour, la maison, et il y avait des bébés qui n'arrivaient même plus à respirer. C'était une situation
très, très difficile à vivre. Ça, c'était une violation nette du domicile. Encore que même si on dit la manifestation n'est pas autorisée, la manifestation, elle se fait dans la rue, c'est pas dans les salons où on vient jeter les gaz lacrymogènes. Alors, il a fallu à un moment donné qu'on force les barrages qu'ils avaient faits tout autour de la maison pour prendre la route avec Sidia, M. Aboubakar Silla, Charles Pascal Tonneau, disons tous les leaders de l'ADP et du collectif. Mais c'était un parcours de combattants pour quitter Dixine et rejoindre Matoto. Alors, nous y sommes arrivés malgré tout, et là-bas, nous avons décidé, comme nous l'avions prévu dans l'itinéraire, que tout le monde se rende, n'est-ce pas, au carrefour de Matoto pour prendre le départ. C'est donc à 50 mètres de la maison de Kouyaté que, à bout portant, et les balles réelles ont été tirées sur les cortèges. Les voitures dans lesquelles nous autres nous étions, qui n'étaient pas des voitures blindées, ont vu les vitres sauter en écart, et seule la voiture dans laquelle étaient donc les trois premiers ministres, c'est-à-dire Kouyaté, Lansana Kouyaté, Sidia Touré et Cédou Dalin, a échappé parce que là, c'était une voiture blindée. Voilà en fait, en résumé, ce qui s'est passé le matin. Et toute la journée, on a tenté de sortir de la maison de Kouyaté. Nous n'avons pas pu. Et ils ont donné l'impression aux gens que les militants du pouvoir ont voulu s'attaquer à nous, et c'est pour cette raison qu'ils ont envoyé la police et la gendarmerie pour nous protéger. Quand même, les Guinéens savent un peu l'image des choses à Conakry. Il n'y a pas de militants du RPG qui peuvent s'attaquer aux militants de l'opposition à Conakry, parce que 80% des Conakryens, en fait, sont deux choses. Ce sont des militants de l'opposition. En fait, les forces de l'ordre ont eu l'ordre de tuer. Heureusement que les trois leaders ont pris place dans cette voiture. Sinon, je crois que la Guinée aurait compté parmi les pays qui ont connu la guerre civile en Afrique de l'Ouest. Au niveau donc de la manifestation, qui a déposé la lettre dans les quartiers où cette manifestation devait avoir cette marche? C'est quel parti politique? L'UFR a déposé, je n'étais pas très proche de, si vous voulez, toutes les démarches organisationnelles, parce que, comme vous le savez, avec le crime ou les crimes odieux commis à Zogota, j'étais personnellement très occupé à cela, et je suis d'ailleurs encore occupé à cela, donc je n'étais pas très associé à l'organisation de la marche d'aujourd'hui. Mais des lettres avaient été signées par, entre autres, l'UFR, parce que je sais qu'ils ont tenté le dimanche au soir, un dimanche, d'apporter un papier volant pour dire que c'était la réponse de la municipalité de Matam, puisque le siège de l'UFR se trouve à Matam. Alors les gens qu'ils ont trouvés sur place, qui n'avaient aucune position d'autorité au sein de l'UFR, n'ont pas cru devoir prendre ce papier volant juste pour donner un argument à un pouvoir irresponsable qui n'a pas pu respecter les lois de la République dont ils sont censés veiller à l'application. Alors, à l'issue de ça, je crois que vous êtes réunis et puis il y a eu quand même les grandes décisions dans le retrait pratiquement de tout ce qui est comme opposition dans les institutions. Alors, donnez-nous pratiquement beaucoup plus d'informations par rapport à ces décisions et les conséquences sur la vie politique de la Guinée des jours à venir. Oui, d'abord, complètement bloqué au domicile de Kouyaté, nous avons donc cru devoir tirer les leçons de ce qui est en train de se passer et prendre des décisions. Et il faut dire que une de ces décisions, c'est quelque chose qui avait déjà été longtemps discuté au sein de l'opposition guinéenne, la présence au sein des institutions républicaines, comme le CNP, comme la CENI, comme même le gouvernement, des représentants de l'opposition. Parce que, comme vous le savez, le PDN avait des représentants au sein du gouvernement, dont M. Cissé du plan et M. Koulibaly, je crois, du contrôle économique. Alors, nous avons donc cru devoir
prendre la décision de retirer tous les représentants de l'opposition dans ces institutions, à la CENI, au CNT et au gouvernement. Et cette décision rentre en vigueur immédiatement. Au moment où on parle, c'est clair que les représentants du PDN au gouvernement ont déjà annoncé, plié leurs bagages pour quitter le gouvernement, en tout cas aux dernières nouvelles, ce que nous avions comme information au moment où nous quittions le domicile de M. Lansana Kouyaté. Nous avons aussi pris la décision de poursuivre la manifestation. Parce qu'il faut que le président Alpha Condé et son gouvernement comprennent que nous sommes en train de nous battre en Guinée pour des valeurs et pour des principes. Une manifestation, c'est la chose la plus normale dans une république, dans un état de droit, dans un pays où on respecte les libertés fondamentales. Pour lui, en tant que prisonnier du général Lansana Conté, les Guinéens ont marché un peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, et encadrés par des polices dont la Guinée n'était pas payeur. Alors, dont les Guinéens n'ont pas contribué à payer leur salaire. Donc, que quelqu'un comme ça arrive au pouvoir et veuille limiter, n'est-ce pas, les libertés des Guinéens, il appartient au peuple de tirer les conséquences et de prendre des décisions responsables. Et la décision responsable, c'est de continuer ces manifestations jusqu'à ce que le président comprenne que la Guinée n'est pas un empire, la Guinée est une république, et donc la constitution, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est réel que les Guinéens aspirent, n'est-ce pas, au respect des droits fondamentaux, des libertés fondamentales dans notre pays. Alors, Dr Fayamine, nous revenons certainement aujourd'hui, comme nous l'avons mentionné dans nos émissions ici, le professeur Alpha Condé a décidé donc de prendre la décision d'opter pour le deuxième choix par rapport donc aux propositions donc, de sortie de crise du CNT. Alors, nous allons lire pratiquement un peu, si vous voulez, ce deuxième choix et nous dire exactement ce que vous pensez, pourquoi vous n'êtes pas du tout favorable à ce deuxième choix. Ce deuxième choix dit la recomposition partielle de la CENI en tenant compte, si vous voulez, donc du paysage politique actuel, sauvegarder donc la mémoire donc de l'institution et capitaliser donc les expériences des membres actuels de la CENI avec pour mission pour les partis politiques qui ont donc des délégués à la CENI de faire donc un état donc de leur représentation actuelle au sein de l'institution et procéder donc à des remplacements en cas donc, si vous voulez, de nécessité. Deux, pour la société civile de remplacer donc le remplacement, si vous voulez, de leurs représentants décédés. Cette recomposition partielle pourrait donc permettre la désignation donc de deux nouveaux vice-présidents en dehors donc des commissaires en exercice issus donc de l'opposition et de la mouvance actuelle. Alors, Dr Fayamine Modo, cette deuxième proposition, est-ce que vous êtes pour? Sinon, pourquoi? En fait, c'est un jeu de mots. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La loi 013 est claire. La CENI doit être composée de 25 membres. Ces 25 doivent provenir de la mouvance, 10 personnes, de l'opposition, 10 personnes, 3 de la société civile et 2 de l'administration. Voilà ce que la loi 013 dit. Et dans le bureau de la CENI, n'est-ce pas, qui est présidé par un président élu, par les commissaires, doit comporter également 2 vice-présidents, dont un vice-président obligatoirement de l'opposition et un de la mouvance. Alors, c'est l'esprit de la loi. Ce que nous avons demandé depuis, c'est qu'on recompose la CENI pour refléter, n'est-ce pas, l'image politique actuelle. Parce que selon la loi 013, il y a une mouvance, il y a une opposition. L'opposition d'aujourd'hui n'était pas l'opposition d'hier. La mouvance d'aujourd'hui n'était pas la mouvance d'hier. Donc, il faut donc faire refléter cette réalité actuelle au sein de la CENI. Et c'est ce que nous avons demandé. Et c'est ce qui a commencé avec l'acte posé par le président de la République en prenant un décret qui remplaçait les 2 représentants de l'administration au sein de la CENI. Ce que nous avons nous demandé, c'est qu'il soit permis, n'est-ce pas, aux partis politiques de l'opposition qui n'ont que quelques
quelques membres actuellement au sein de la CENI. Vous compterez peut-être au plus 5 que nous venons de retirer de la CENI. Si on dit la recomposition partielle, c'est permettre aux gens qui ont leurs membres au sein de la CENI de les remplacer, ça veut dire quoi? Actuellement, du côté de l'opposition, on a un représentant qui représente l'UFR. Un autre qui représente le parti de M. Dutin, qui est d'ailleurs aux États-Unis, qui, après notre décision, a appelé, n'est-ce pas, les leaders du collectif et de l'ADP pour confirmer le retrait de son représentant au sein de la CENI. Il y a également celui du PPG de Charles Pascal, et puis un cinquième. C'est ceux qui, en tout cas, encore comptaient parmi les représentants de l'opposition. Les remplacer ou les maintenir, on revient toujours à la même chose. Le PIP, aujourd'hui, ne peut pas être du côté ne peut pas être compté parmi les partis d'opposition. Sa position est de plus en plus ambiguë, n'est-ce pas? Au début, le PIP appartenait au collectif, mais depuis notre marche de septembre 2011, le PIP s'est mis à tirer à boulet rouge sur nous et à considérer que parce que nous avons demandé ou nous avons proclamé une marche pacifique, nous sommes déjà violents. Depuis lors, le PIP est un peu l'antichambre de la mouvance. Or, le PIP qui était au temps du général Lansana Conté, le parti au pouvoir, avait, avec ses alliés d'hier, 10 personnes au gouvernement. Et tout cela à la CENI. Et tous ceux-là sont aujourd'hui du côté de la mouvance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle remplacer? C'est demander par exemple au PIP de confirmer, le PIP qui est déjà de mèche avec le pouvoir, de confirmer les 10 qui étaient là et qui déjà étaient de l'autre côté. Non. Nous avons simplement pensé que c'est encore une fois la poudre aux yeux. Et je crois que lorsque le CNT a commencé à examiner la question, il y a eu une réflexion qui a été faite au niveau d'une commission et il y a eu un travail d'intercommission qui a élaboré un rapport. Ce rapport devait faire l'objet d'adoption et ce jour-là, la présidente a simulé une maladie. 2, le vice-président du CNT est venu rejeter ou reporter, sans préciser de date, la plénière. Et puis par après, on entend parler d'une commission ad hoc qui aurait proposé les fameuses alternatives dont l'une est choisie aujourd'hui. Tout cela, à notre avis, est un déplacement de problème. Ce n'est pas sa solution. Si on veut qu'il y ait des élections libres, transparentes et crédibles, ce que le peuple de Guinée souhaite, il faut que, ensemble, sans faire le malin, qu'on recompose la CENI au regard de la réalité politique actuelle. Que l'opposition guinéenne ait les 10 représentants, la mouvance les 10 représentants, les 3 représentants de la société civile. Maintenant que l'administration a remplacé ces 2 représentants, on aura les 25 et une élection va se faire et il y aura, n'est-ce pas, le bureau de la CENI. Ça, c'est la chose que nous souhaitons. Le cas particulier du président de la CENI, c'est clair qu'on ne peut pas, dans un colmatage qu'ils sont en train de proposer, maintenir un Luceni Camara, même au sein de la CENI, et croire que l'opposition guinéenne va accepter de tourner la page et aller aux élections. Non. Il a montré suffisamment sa capacité de nuisance, sa partisanerie et son irresponsabilité pour ne plus accepter qu'il préside aux destinées de la CENI. Alors, toutes ces questions-là étant, nous avions pensé que la solution sage qu'avait proposé le rapport de l'intercommission au sein du CNT, c'est-à-dire de procéder à une recomposition totale de la CENI, ce qui nous permettrait de nous retrouver avec une situation plus ou moins nouvelle, parce qu'on ne dit pas que si on fait la recomposition totale de la CENI, si le PTG, par exemple, souhaite reconduire la même personne qui l'avait représenté, le PPG ne peut pas le faire, mais le PIP ne peut pas aujourd'hui se faire représenter par 10 personnes, comme c'était le cas quand le PIP était de la mouvance. Voilà en fait les questions.
Oui. Donc, au niveau donc, de la deuxième proposition, on dit la recomposition partielle de la CENI en tenant compte, si vous voulez, du paysage politique actuel. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'on tiendra compte certainement des forces en présence actuellement pour recomposer la CENI? Ce n'est pas dans l'esprit, en fait. C'est juste un jeu de mots, je viens de vous dire. C'est-à-dire que il n'y aura pas une prise en compte réelle du paysage politique actuel. Il sera question simplement de remplacer une ou deux personnes du côté du PIP qui sont indésirables par de nouveaux qui vont confirmer, n'est-ce pas, la mainmise totale sur la CENI. Et de l'autre côté, on demandera aux partis, en tout cas 5 parmi les partis d'opposition qui ont leurs représentants, de les remplacer ou de les confirmer. Et puis le tour est joué pour eux. On a fait la recomposition partielle. On va essayer d'aller de l'avant, on va finir et puis tout le reste va être fait après. Nous l'avons vu, nous l'avons su et nous avons compris que c'était un déplacement de problème. C'est pourquoi nous avons dit clairement, avant même notre marche, que nous n'accepterions pas, n'est-ce pas, la possibilité qui est donnée au président de la République de choisir, n'est-ce pas, si une loi organique doit être votée, il y a une disposition constitutionnelle qui dit que l'Assemblée en aucun cas ne peut déléguer, n'est-ce pas, ses pouvoirs au président de la République quand il est question d'une loi organique. Mais est-ce que la mention qui dit qu'après donc le choix du professeur Alpha Condé, le CNT doit voter un peu, si vous voulez, elle doit accepter cela, c'était pas au CNT. Est-ce que ça tient toujours la route? Écoutez, dans la loi guinéenne, dans la constitution guinéenne, l'initiative de loi provient du gouvernement et des députés. Du gouvernement, c'est des projets de loi et des députés, des propositions de loi qui doivent passer dans les mailles de l'Assemblée pour être votées. Mais on est dans une situation où, soit par la corruption ou par l'intimidation, le CNT qui n'a même pas été capable, je dis bien capable, de voter un rapport élaboré par l'intercommission, un projet de loi soumis par le professeur Alpha Condé à travers son gouvernement. Ce sera un projet de loi qui viendra effectivement confirmer ce que je viens de vous décrire, qui sera uniquement un déplacement de problème au lieu d'une résolution de problème. Alors donc pour nous, tout cela n'est qu'un habillage pour donner l'impression que quelque chose de sérieux a été fait, mais au fond, rien n'aura été résolu comme problème. Alors, donc, si je comprends bien, docteur Fayamino, vous avez dit que l'opposition se retire pratiquement de tout ce qui est comme institution. Donc, la décision est irrévocable. À quelles conditions peut-être que vous allez accepter encore de ramener vos membres ou bien de vous asseoir autour d'une table de négociation? Tout à fait, nous sommes toujours ouverts à la négociation. C'est ce que nous avons demandé d'ailleurs depuis près de deux ans que le professeur Alpha Condé est au pouvoir. Mais il faut reconnaître que le dialogue n'est pas le fort du président Alpha Condé. La violence et surtout les coups bas, etc., on violente les militants de l'opposition et puis le soir, on sort des images à la télé montrant les gendarmes qui auraient été blessés. Écoutez, je crois qu'ils le savent et ce qui est choquant avec ce que nous sommes en train de vivre, c'est que nous ne voulons pas de la vengeance dans notre pays. Le RPG, dans l'opposition hier, a subi beaucoup de torts, avec beaucoup d'autres partis de l'opposition encore aujourd'hui de l'opposition. Mais nous nous sommes battus, il y a eu des sacrifices. C'est pour que nous ne revenions pas en arrière. Mais on se trouve dans une situation où on a affaire à une autorité qui cherche plutôt à se venger. Quand on les écoute, on a l'impression que c'est de la haine trop remplie en eux qui sont en train de déverser. Et c'est ce que nous n'allons pas accepter. C'est de la manipulation pure et simple. Et donc, nous avons dit, jusqu'à ce que le gouvernement et le président de la République comprennent que nous devons sereinement nous asseoir autour d'une table pour trouver des solutions à nos problèmes, nous n'avons plus
nous arrêtons notre participation au sein de la CENI, nous arrêtons notre participation au sein de Cellou Dalein Diallo. Nous l'avons écouté sur les antennes de la télévision aujourd'hui. Il se porte bien, selon lui, bien selon son ami. Il ne faut pas donc lier seulement les deux événements. Est-ce que vous êtes un peu d'accord avec eux? Ben, peut-être qu'il ne faut pas lier les deux événements, quoique l'on pourrait se poser la question de savoir si ce n'était pas le fils de Cellou Dalein, si l'arrestation aurait été opérée. C'est là la question qu'il faut se poser. Voilà. Merci beaucoup, Dr Fayamine. Votre dernier mot. On va vous laisser certainement vous adresser certainement aux auditeurs et pour vous permettre d'aller vous reposer. Nous allons peut-être vous avoir peut-être les jours à venir où vous serez beaucoup plus frais. Allez. Ben, je dis encore une fois merci à tous les compatriotes qui sont actuellement branchés sur Jacques Roger et qui m'écoutent. Pour dire que ici, l'heure est véritablement grave. Nous nous sommes battus toutes ces années. C'est pour que la Guinée connaisse la démocratie, qu'il y ait un état de droit. Mais tous les jours, nous nous éloignons de cet objectif-là. Aujourd'hui, notre pays a couru un très grand risque et qui nous a convaincus que nous n'avons pas un président. Nous avons celui qui veut aujourd'hui créer ou provoquer la guerre civile dans notre pays. Parce que s'il est capable d'ordonner que l'on tire à bout portant sur les leaders de l'opposition, écoutez, ce pays-là a connu beaucoup de problèmes pour imaginer ce qui pourrait advenir si jamais on arrivait à porter atteinte à la vie d'un des leaders de l'opposition actuellement. Alors, la lutte prendra du temps, mais nous souhaitons que les Guinéens qui sont à l'extérieur, n'est-ce pas, continuent à s'impliquer, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, pour qu'ils soient entendus en dehors des frontières de la Guinée, pendant que ici à l'intérieur, nous sommes en train de nous battre, n'est-ce pas, avec un peu plus de risques que vous, parce qu'au moins vous, quand vous allez à Washington pour marcher, on vous donne de la police, non pas pour vous oppresser, mais pour vous encadrer. Ici, c'est le contraire. C'est des gendarmes qui tirent sur nous. Alors nous comptons sur vous et nous comptons sur la participation de tout un chacun, surtout à la marche qui est projetée pour le 31. Celle-là, c'est pour la justice, n'est-ce pas, pour les crimes odieux commis à Zogota dans la nuit du 3 au 4 du mois d'août. Il faudrait que les gens comprennent que cette marche doit réussir et que tous les Guinéens qui sont aux États-Unis y participent, au-delà du facteur ethnique ou facteur régional, parce que si jamais c'est perçu comme un problème forestier, on aura donné et continué à donner raison au pouvoir de Guinée qui s'attaque à une ethnie à la fois, à une région à la fois, et finalement c'est tout le monde qui sera victime au bout. Voilà ce que j'ai comme message à vous donner et je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Oui, docteur Faye, avant de vous laisser une petite minute, je crois, c'est pas si M. Ibrahim Diallo. Monsieur Diallo, est-ce que vous avez une question pour le docteur Faye Mono? Oui, Jacques Auger, bon, pour le moment, j'ai vraiment pas de question. C'est juste pour le remercier, pour vous remercier vous aussi, et pour remercier vraiment tout le peuple de Guinée qui a vraiment beaucoup consenti beaucoup de sacrifices pour l'instauration de l'état de droit dans notre pays. Docteur Faya, encore une fois, je vous dis que il y a des millions de jeunes Guinéens aujourd'hui qui vraiment partagent votre lutte, qui partagent votre point de vue et qui vous soutiennent dans votre lutte. Et nous vous souhaitons vraiment une très bonne chance et nous vous encourageons. De notre côté, nous ferons le mieux et nous n'allons pas du tout reculer. La lutte continue et nous allons aller jusqu'au bout et jusqu'à ce que nous ayons la démocratie dans notre pays. Je vous remercie, Dr Faya, et je vous souhaite une très bonne chance. Et tout le peuple de Guinée aussi vous accompagne dans la lutte noble que vous êtes en train de mener. Merci beaucoup. Merci, Jacques Auger, vous aussi. Je remercie Ibrahim, encore une fois, Jacques Auger. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à mes compatriotes. Merci beaucoup, Dr Faya, et portez-vous bien, Dr Faya. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
consultez-vous son père. Épargnez votre temps et évitez les attentes dans les urgences. Consultation, traitement, radiologie, prescription, conseil. Traitez-vous avec des experts. Medcare traite des maladies et problèmes de santé divers. Diabète, tension, problèmes respiratoires, toux, allergies, infections, problèmes urinaires, maux de dos, douleurs corporelles, gynécologie. Medcare accepte la plupart des assurances médicales. Medicaid, Medicare, Affinity, Fidelis, United Healthcare, HIP, GHI, Sigma, Aetna, Emblem, Empire, Blue Cross Blue Shield, Coventry, 1199, Magmacare, Multiplan, Oxford, Workers' Comp. Si vous n'avez pas d'assurance médicale, c'est simple. Medcare vous aidera à en avoir. Medcare offre aussi des bilans médicaux complets, des examens physiques pour les permis de conduire, employment physical, vaccins contre la fièvre jaune et la fièvre typhoïde. Et en plus, pour donc le porte-parole adjoint donc du gouvernement, il s'agit donc du ministre Tamatang Albert, que nous allons certainement avoir dans une petite minute. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes en ligne? Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, je suis en ligne, oui. Voilà. Comment allez-vous après une journée, aujourd'hui, j'allais dire un peu chargée. On a frôlé un peu de... Voilà, vous avez utilisé le terme approprié, une journée un peu chargée. Mais ça va, dans l'ensemble, ça va. Nous avons frôlé un peu le pire. Effectivement, nous avons frôlé le pire. Heureusement que la maîtrise des uns et des autres a fait de telle sorte que nous n'arrivions pas au pire. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire pratiquement un peu le bilan de ce qui s'est passé Nous avons eu tout à l'heure le docteur Fayamine Mono qui nous a parlé certainement donc de tentative d'assassinat certainement des leaders puisqu'ils étaient dans un véhicule et il y aurait eu donc des tirs sur le véhicule de ces leaders. Vous pouvez nous faire pratiquement... Écoutez, si vous avez suivi l'actualité la veille, un communiqué est passé d'abord pour demander à aucun militaire de sortir et que toutes les armes soient casernées et qu'il n'y a pas d'utilisation quelconque d'armes à feu ou d'armes non conventionnelles. Donc, le matériel utilisé pour maintenir l'ordre, c'était du matériel de maintien d'ordre classique avec des grenades lacrymogènes. À aucun moment, en tout cas de tous les témoignages et des déclarations qui ont été faites, nous n'avons eu un retour selon lequel des armes à feu ont été utilisées par les forces de l'ordre. On n'a pas entendu non plus que des armes à feu aient été utilisées par qui que ce soit. Donc je suis assez étonné de savoir que les véhicules des leaders de l'opposition ont subi des tirs d'armes à feu. Et des domiciles aussi de ces leaders, de M. Ségou d'Alain Diallo et puis de M. Kouyaté, il y a eu certainement des grenades lacrymogènes qui ont été lancées dans ces domiciles. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un peu de violation, un peu, des domiciles privés de ces leaders avant que Alors nous, au courant de la journée, nous avons eu accès à ces informations que nous avons vérifiées. Aucune de ces informations n'a été corroborée par les hommes qui étaient sur le terrain. Je sais par contre, nous avons eu l'information selon laquelle, à proximité du domicile de l'âge Chelou d'Alain, il y a eu des affrontements, c'est-à-dire à Dixine, Carrefour échangeur, entre des manifestants et des contre-manifestants. Il y a eu des interventions des forces de l'ordre qui ont tiré des grenades lacrymogènes. Peut-être que la proximité de cet événement par rapport au domicile de l'âge Chelou d'Alain Diallo a laissé croire que son domicile était visé, mais les informations que nous avons ne nous permettent pas de confirmer ça. Rien n'indique que son domicile a été spécifiquement visé par des tirs de grenades lacrymogènes. S'agissant du domicile de M. Lansana Kouyaté, très vite, lorsque les leaders se sont retrouvés à ce domicile-là, selon les rapports de gendarmerie, les populations locales ont commencé à se regrouper. Donc, il y avait de très forts risques et même des débuts d'affrontements entre les populations locales partisans de la mouvance présidentielle et les manifestants de l'opposition. Donc, les voies d'accès qui mènent chez M. Lansana Kouyaté ont été sécurisées par les forces de gendarmerie, mais il n'y a pas eu de tir de grenades lacrymogènes, à ce que je sache, à proximité du domicile de M. Lansana Kouyaté. Et après cette analyse, est-ce qu'il n'aurait pas fallu laisser certainement les opposants marcher aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait un danger à la maison, comme le dit Bébé? Justement, quand vous vous rendez compte que ce soit à Dixine, à Bellevue, à Matoto ou à Madina, il y a eu des mouvements de jeunes contre-manifestants et de femmes qui voulaient en découdre avec ceux qui projetaient de manifester, on s'aperçoit qu'on est passé à côté de quelque chose de très grave. C'est bien parce que aujourd'hui,
nous avons le sentiment et les informations selon lesquelles les populations passez-moi le terme, en ont carrément marre de toutes ces manifestations, de toutes ces déstabilisations, que nous avons jugé utile de ne pas autoriser cette manifestation, d'autant plus que le contexte régional et sous-régional est assez tendu. Vous savez ce qui se passe dans les pays limitrophes. Vous savez la criminalité qui existe avec la circulation des armes un peu partout. Et donc, il a été jugé beaucoup plus sage de ne pas favoriser ce type de manifestation pour éviter le risque encore de dérapage, sachant que dans l'histoire de notre pays, les manifestations ont souvent dégénéré. Les conséquences un peu de cette journée d'aujourd'hui, l'opposition a décidé pratiquement de se retirer de tout ce qui est comme institution. Est-ce que cela ne va pas nous ramener encore en arrière? S'il se retire du processus, ça sera vraiment dommageable. Donc les informations, enfin, je n'avais pas eu encore le communiqué officiel de l'opposition, c'est vous qui me l'apprenez. C'est vrai que dans ce cas-là, ce n'est pas une avancée, on ne peut pas considérer une avancée lorsque une des parties à un processus s'en retire. Je trouve d'ailleurs étonnant qu'elle se retire au moment même où, sur la base d'un document validé par le CNP, le chef de l'État choisit une solution et qui va sans doute permettre d'améliorer le processus électoral. Donc c'est une décision que j'ai du mal à comprendre, mais peut-être que l'opposition a des explications beaucoup plus convaincantes à livrer, pas au gouvernement, mais surtout à la population guinéenne. C'est elle qui attend ces élections avec le plus d'impatience. Alors, la toute dernière question, voilà. Le professeur Alpha Condé retient, si vous voulez, la deuxième proposition donc de sortie de crise. Alors, nous allons certainement vous dire un peu cette deuxième proposition, et puis à vous de nous expliquer exactement de quoi il s'agit. On parle donc de la récomposition partielle de la CENI en tenant compte du paysage politique actuel, sauvegarder donc la mémoire, si vous voulez, de l'institution, et capitaliser donc les expériences des membres actuels de la CENI avec pour mission, premièrement, pour les partis politiques qui ont donc les délégués à la CENI, de faire un état donc de leur représentation actuelle au sein donc de l'institution et procéder donc à des remplacements en cas qu'on se voulait donc les nécessités, ainsi que pour la société civile. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que on nous dit d'abord dans le texte que la recomposition partielle en tenant compte du paysage politique actuel, ça veut dire quoi exactement? Alors, je vais être totalement franc avec vous, Monsieur Jacques Roger, c'est que moi-même, je m'y perds un peu. C'est une proposition qui a été faite par le CNT. Déjà, avant d'être nommé porte-parole par intérim du gouvernement, je n'avais pas forcément une vision totale du fonctionnement, enfin, des revendications en présence. Donc, j'avoue que, tout comme vous, je m'interroge, je n'ai pas eu accès directement au texte, puisque pendant toute la journée, j'essaie de recueillir les informations en provenance de la gendarmerie. Et donc, j'ai découvert pratiquement en même temps que vous le communiqué de mon collègue Kiridi. Donc, je ne saurais vous dire exactement ce que cela veut dire. Par contre, j'ai vu que c'était très détaillé. Et je pense que c'est le projet de loi qui va être voté par le CNT qui va détailler justement dans quelle mesure et selon quelle proportion les partis qui ont des représentants à la CENI vont procéder à leur remplacement. Je pense que c'est des remplacements sur la base du consensus. Mais je vous répète tout de suite, ce que je dis n'engage que moi. Je n'ai pas étudié à fond cette proposition, ces différentes propositions du CNT pour que ma réponse puisse vous satisfaire. Ça, je préfère vous l'avouer tout de suite. Merci beaucoup, nous vous remercions pour votre franchise et pour votre honnêteté. Voilà. Un mot d'espoir pour les Guinéens qui sont très nombreux, qui sont anxieux en ce moment. Écoutez, le premier mot d'espoir, c'est que pour une fois, et ça, malheureusement, c'est dommage de faire un bilan sur ce genre de choses-là, c'est pour une fois, en tout cas en l'état actuel des informations qui sont les nôtres, il n'y a pas eu de mort d'homme dans une manifestation en Guinée. Je souhaite franchement que cela continue et qu'on trouve les moyens d'exprimer autrement nos désaccords, autrement nos contradictions que par la violence. Donc, aujourd'hui, ça a été une expérience qui s'est déroulée dans des conditions que chacun appréciera, mais je pense que très vite, il faut que tout le monde revienne à la table de négociation parce que justement, on a un motif de le faire vu que le chef de l'État vient d'entériner une des propositions que le CNT a fait et que proposition qui résulte d'un consensus, puisque c'est toute la classe politique qui avait saisi le CNT pour qu'il fasse des propositions. Maintenant que le chef de l'État a accepté une de ces propositions et va demander au Conseil des ministres de proposer ce texte au CNT pour un projet de loi, je pense que ça devrait ramener tout le monde à de meilleurs sentiments et surtout au dialogue pour qu'on aille de l'avant.
Merci beaucoup à M. Camara et portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Senegal,